Quoixina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Nous avons cette semaine 3 invités, Maëlys Flamand, Janie Belfort-Cartouche et Karen Pinette-Fontaine. Fait que si vous pouvez vous présenter un peu, voir qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci aussi? Karen ou Maëlys? Je peux commencer. Moi, c'est Karen Pinette-Fontaine, mais en ce moment, je mets mon nom d'artiste, Canon. Je suis auteure, compositrice, interprète, mais aussi j'ai aussi un background aussi en cinéma avec la webcam mobile. Alors, je suis un peu artiste multidisciplinaire. Ouais. Maëlys? Oui, je peux me présenter. Mon nom, c'est Maëlys Flamand. Je viens de Manoan et de Mashtuyat. J'appartiens à 2 nations Innu Atikamekw. Puis en ce moment, je travaille comme animatrice culturelle à Montréal autochtone et je suis aussi intervenante dans le cadre du studio virtuel Wapikoni. Et aussi, je suis une réalisatrice, une créatrice. J'ai fait des courts-métrages avec la Wapikoni. J'en ai fait 3. Une pendant l'escale à Manoan en 2017, le deuxième lors d'une formation à Concordia en 2018, puis le dernier dans le cadre du studio virtuel l'an passé durant la pandémie. Donc, c'est ça. Janie Guetza. La dernière et non la moindre. Kwekwe, Janie Belfort-Cartouche, Taniratron, Otarkwan, Ochpan. Bonjour, je m'appelle Janie Belfort-Cartouche, je vis dans la communauté Innu de Notarkwan à l'est du Québec, mieux connu sous le nom du pays de Gilles Vigneault, mais c'est pas son pays. Je suis réalisatrice, en ce moment apprentie scénariste, apprentie monteuse. Je suis cinéaste mentor en ce moment pour l'escale virtuelle à Wapikoni. Je co-scénarise un gros projet qui va être cet automne à la télévision, je peux pas en dire plus. Aussi en préparation de tournage en fin août avec un de mes collègues qui s'appelle Julien Gamache-Marcotte, en écriture avec Bertrand Desrochers. J'ai d'autres projets documentaires, fait que ça roule, mais en même temps, ça roule pas. À cause de la pandémie, il y a plein de projets qui sont sur la glace. Sinon, c'est ça. Alors, mesdames, d'abord, bienvenue à notre podcast. On est très contents de vous accueillir aujourd'hui. Je souligne que ce qui nous a motivés à vous avoir avec nous, c'est qu'il va y avoir très bientôt à la Maison de la Culture Mont-Royal des projections des œuvres que vous avez faites. Alors, c'est le 1er mars et le 9 aussi. Est-ce que c'est... En tout cas, on va le mettre dans la partie de chat, là où vous pourrez trouver les informations, parce que les gens qui nous écoutent vont sûrement être intéressés à se rendre à la Maison de la Culture Mont-Royal, très belle maison d'ailleurs, située pratiquement en face du métro Mont-Royal. Et ce sera l'occasion de découvrir des œuvres de réalisatrices. Alors, effectivement, des œuvres au féminin de réalisatrices de toutes issues ou reliées à la nation Innu. Alors, il y a cette double appartenance, on pourrait même dire une triple, puisque les courts-métrages présentés ont été produits et réalisés dans le cadre des projets du Wapikoni Mobile. Alors, là aussi, il y a donc matière à trouver intérêt à les voir, et il y aura les réalisatrices aussi sur place qu'on a le bonheur d'avoir avec nous, mais qu'on pourra rencontrer en direct si on se rend aux projections. Je souligne également que c'est une association qui s'appelle Réalisatrices Équitables, qui organise en collaboration avec la Maison de la Culture cet événement. Alors là aussi, c'est une association qui a plusieurs activités pour mettre en valeur les talents féminins dans le domaine du cinéma.
Et ils ont un site web avec plein d'activités. Alors, via Google, on trouve facilement réalisatrice équitable et on trouve là-dedans Dames des vues, qui sont une série d'activités qui mettent en valeur les films réalisés par des femmes au Québec. Et c'est dans ce cadre-là qu'on aura le bonheur de voir vos productions, mesdames. Alors, c'est une belle occasion de saluer l'effort qui est fait par ailleurs pour inclure la culture des Premières Nations en général et la culture Innu en particulier dans le paysage culturel montréalais où bon sang, on a été longtemps absent et absente et où on reprend pied maintenant, en tout cas avec beaucoup de vigueur, grâce à ce type souvent de collaboration et de partenariat. Alors, une bien longue introduction, mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'on verra, parce que je vois qu'il y a des jeunes là, qui sont en tout début de carrière dans les réalisatrices, mais il y en a d'autres, ben, comme toi, Janie, où je vois une dame Ringuette aussi qui a déjà joué dans des longs métrages, dont Messnac. Donc, il y a une très grande variété, une très grande palette d'intervenantes dans ce... Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on verra une émergence de femmes inoues en cinéma, comme on l'a vu en poésie et en littérature dans les années récentes? Alors, je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question. Bon, qui se jette à l'eau? Ben, je peux y aller. Moi, je pense que dans les dernières années, surtout à travers tout le travail que j'ai fait avec Wapikoni, j'ai remarqué beaucoup, oui, il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole devant la caméra et qui créent des courts-métrages et aussi, mais c'est pas juste aussi dans le cinéma, c'est aussi à la radio, c'est en journalisme, c'est la femme autochtone, comment prendre plus de place aussi. Mais moi, mon rêve un jour, c'est d'avoir mon équipe entièrement autochtone sur mon plateau de tournage. Et je sais que la plupart, ça va être du féminin parce que je pense qu'on peut amener une sensibilité qui nous est propre à la nation autochtone. Et je pense qu'avec ça, mélangé avec un petit peu d'humour, je pense que ça peut ouvrir bien plus de portes pour la discussion sur la conciliation et la cohabitation sur ce territoire ici au Québec. D'autres commentaires? Moi, en partant, je pourrais dire que oui, c'est vrai, il y a plus de participantes autochtones qui vont faire des films, qui vont créer aussi, tu sais, dans l'art aussi. Puis, je suis en train de penser aussi que, ben, moi, je suis un stage à l'ONF en ce moment pour un projet de film d'animation. Fait que moi, c'est un de mes rêves de réaliser, ben, de faire un film d'animation un jour. Fait que là, tu sais, ça m'ouvre cette possibilité-là. Fait que, tu sais, je veux partager, tu sais, que c'est possible aussi pour, les jeunes artistes aussi à s'en aller là-dedans. Puis, ben, surtout les jeunes autochtones. Puis, tu sais, faut pas se limiter non plus, tu sais, aux études puis tout ça. Faut vraiment y aller quand il y a des opportunités, là. Fait que je pense que, tu sais, on est là aussi pour encourager, les jeunes. Puis, ben, c'est ça, c'est en gros ce que fait la WAPI, là, durant toutes ces années-là. Puis, ça va toujours continuer à grandir puis tout, là. Je suis comme d'accord avec ce que Janie et Maëlys ont répondu. Puis pour suivre un peu un peu ce que Maëlys dit, mais c'est le fun aussi de voir aussi. Ben moi, ça fait un peu. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de projet de film.
mais je vois, genre, je suis de près ce que la WAPI fait quand il y a quand il y a les films de cette année et tout. Je vois, genre, des, des, des cinéastes qui découvrent quelque chose qui savaient pas qu'ils aimaient ça, on va dire. Donc, alors des fois, tu sais, après les escales, je les vois qui continuent de leur côté des projets personnels ils veulent participer comme Maëlys fait à des contrats ou des résidences et tout ça. Donc, il y a comme un feu qui s'allume chez comme chez la jeunesse et je trouve ça le fun. Puis ça fait que je vois qu'il y a comme il y a beaucoup de personnes qui vont faire des études là-dessus, qui vont aller en cinéma pour faire ça dans le futur. Fait que c'est le fun. Je pense que oui, oui, parce que je vois beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, puis c'est un média qui nous permet aux Autochtones de s'exprimer, d'avoir une voix dans ce qu'ils dans leur réalité ou dans ce qu'ils veulent dire. Donc, je pense que c'est comme je pense je pense que oui. Je pense que oui. Oui, je me souviens dans les années 90, c'est Arthur Lamotte qui a filmé nos grands ancêtres, ceux qui ont vécu sur le territoire, avec qui il avait développé toute une familiarité puis une amitié. Puis c'est lui qui me soulignait que les nations autochtones ont en proportion beaucoup plus de gens qui se définissent comme artistes que dans les autres segments de la société. Et lui expliquait ça justement par la nécessité qu'on a de créer des repères identitaires, repères dans le sens de signes sur lesquels se guider, alors que les activités traditionnelles qui fondaient l'identité, qui étaient très liées au territoire, sont plus accessibles pour la plupart. D'une part parce que la vie a changé, le territoire a changé, la nation est plus aussi regroupée autour de la communauté, c'est plus dispersé. Alors tout ça a fait qu'il semble avoir une nécessité, en tout cas justement, d'expression pour retrouver une unité dans une réalité qui est pas celle de la tradition, mais dans laquelle il faut bien amener la tradition pour s'y retrouver. Et j'aimerais vous entendre sur la question des langues autochtones, hein, parce qu'on sait que c'est encore bien parlé, l'Innu, en tout cas notamment dans certaines communautés, d'autres où on voit que ça commence dangereusement à s'effriter. Et je me demandais si, selon vous, le cinéma, la wapikoni, la vidéo, l'intervention culturelle, la chanson, hein, Kanen, je sais que tu es peut-être plus du côté maintenant chanson que cinéma. Est-ce que l'art peut aider à ce que la langue continue non seulement à être préservée, mais à être parlée et à se développer? Je peux y aller. J'ai peur de perdre mon idée. Mais de mon expérience personnelle, de mon côté, ma manière pour moi d'apprendre ma langue, c'est avec l'art. Ben, j'essaie et en ce moment, c'est avec la chanson. Puis moi, c'est comme le but principal de mon projet Canon, c'est vraiment de me réapproprier de mon identité de famille nouve. Alors, pour ça, il faut que j'apprenne ma langue que j'ai perdue malheureusement. Mais alors, tu sais, alors il faut que je passe par
par des cours d'Inuimun. Il faut aussi que je pose des questions aussi à des proches aussi que je faisais pas avant et tout, mais à cause de l'écriture, je recommence à réapprendre ma langue et tout. Donc, je pense que pour moi, c'est un bon moyen, comme je trouve, de, 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 de je trouve, je sais pas où je voulais aller avec ça, mais je pense que c'est comme l'art, que ce soit le cinéma, la poésie ou la musique, mais je pense elle sert à faire revivre la langue chez une personne ou soit sur une nation, parce que il y a aussi c'est aussi un outil un outil, on va dire, d'archive, on va dire, parce que une chanson va toujours rester. Les entrevues, les documentaires où on passe en entrevue des personnes qui parlent en Inuimun, ils vont rester aussi. Donc, je trouve que c'est un bon outil aussi de préserver aussi la langue et tout. Ouais, c'est vrai. Ça, je suis pas mal d'accord quand tu dis que c'est un bon outil d'archive, parce que même juste quand tu étudies la langue, quand tu regardes la toponymie, mais tu apprends déjà un peu l'histoire du territoire. Puis je pense que Janie aussi, tu fais de la traduction, puis Maëlys, tu parles un peu, tu comprends un peu l'Atikamekw puis nous. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on se ressemble quand même, on peut se comprendre entre nous, là. T'avais-tu un commentaire là-dessus, Janie, pour du côté linguistique? Ouais, ben ça fait quand même longtemps que je fais de la traduction, ça fait plusieurs années. Puis c'est comme ça aussi, tu sais, c'est quand même assez difficile, comme il n'y a pas beaucoup de personnes que je rencontre qui parlent Innu, tu sais, ici à Montréal, pas surtout dans mon réseau à moi, parce que tu sais, j'ai quand même évolué un peu dans un milieu allochtone et différent, multiculturel. Puis aussi, tu sais, ça me fait travailler aussi un peu ma langue. Des fois, j'entends des aînés dire des mots que ça fait des années que j'avais pas entendu. Pour moi, c'est vraiment un outil important. Le cinéma fait comme ça. C'est justement comme Canon le dit, c'est un outil d'archivage comme ma grand-mère le disait aussi. C'est juste une petite anecdote. Mon premier court-métrage que j'ai fait, qui va être présenté justement à la Maison de la Culture le 1er mars, c'est comme il y a 10 ans de décalage entre le premier puis le dernier que je vais présenter. Donc, le premier, on voit un petit peu ma grand-mère à la fin. Elle fait juste des babas. Elle était très gênée. Elle voulait pas apparaître devant la caméra. C'est comme, non, tu vas voler mon âme. Ça me tente pas que ça reste. C'est comme les croyances des grands-mamans. Et à la fin, elle a vraiment accepté d'embarquer dans mon projet, justement, je voulais comme montrer les mots religieux traduits en langue Innu, mais qui sont plus utilisés de nos jours parce que justement, il n'y a plus personne qui va maintenant à l'église. La religion a perdu un peu de son souffle aussi. Donc, ces mots-là, quand même, font partie de la langue Innu et je voulais juste comme capturer ces moments-là. Et elle le dit, elle le fait dans mon court-métrage. Il y a des mots dont je me rappelle plus. C'est pour ça que moi, je trouvais ça important de garder ce moment-là dans mon court-métrage. Et aussi, tu sais, je vois la traduction aussi, c'est comme ça évolue vraiment beaucoup. La langue Innu évolue vraiment beaucoup aussi. Moi, je dis toujours que je parle seulement 10% de ma langue Innu parce que veux pas, c'est une langue de bois, c'est une langue de forêt, tout ce que tu apprends, tu sais, comment fonctionner, comment survivre, comment évoluer dans le bois, c'est vraiment à travers la langue aussi. C'est comme ça qu'on peut, tu sais, qu'on se rejoint. Mais maintenant, c'est un peu c'est pour ça que moi, je veux continuer à faire des films en Innu. Je veux qu'il y ait quand même de l'Innu. Mon projet avec Bertrand, il y a de l'Innu. C'est une histoire dans une communauté. Tous les projets, j'essaie d'inclure vraiment un peu d'Innu un peu partout pour qu'on sente aussi que comme les jeunes peuvent se reconnaître aussi dans ces contenus-là, ces courts-métrages-là. Et pour moi, c'est comme, il faut que, c'est comme un peu le combat un peu de tout le monde en ce moment, c'est vraiment comme garder nos langues vivantes aussi. Je sais, pour poser la question
Véronique Rankin, on l'aura bien un jour à notre podcast, la nouvelle directrice du Wapikoni Mobile. Mais je sais aussi que c'est une des préoccupations à l'intérieur du Wapikoni. Ben, s'il y en a qui, si vous êtes au courant de choses, ce serait peut-être, ça serait bien d'en parler aujourd'hui déjà, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, pour un court-métrage, souvent il y a de longues entrevues qui sont faites avec certains aînés qui sont des locuteurs, qui sont des grands lettrés de la langue Innu. Et comme il n'y en a qu'une petite partie qui est gardée dans les films, tout le reste, il y a une volonté de l'archiver parce que c'est extrêmement précieux comme pour non seulement la survie, mais ce sont ceux qui ont le mieux connu la vie en territoire, donc qui ont le plus d'habileté et de finesse dans la connaissance de la langue. Alors, ça devient important. Et de fait, dans la très belle église de Malio où tu as tourné, en tout cas dans le preview, on voyait ta grand-mère dans l'église. C'est quand on y va, c'est vrai, c'est des personnes âgées qui sont là surtout. Et il y a le père de Claude Mackenzie là, qui bat la mesure pour qu'on chante les cantiques correctement. Hein. Il fait ça avec beaucoup d'autorité. Et on voit qu'il lui aussi est quelqu'un qui maîtrise bien la langue, mais c'est plus un tout jeune homme non plus. Et ça m'a fait penser aussi à Ganawagé, tout près. Là. Il y avait déjà, il y a quelques années, ça fonctionne encore, il y avait une chorale qui chantait les chants d'église en Mohawk. Et c'était des vieilles dames. Et finalement, elles sont devenues trop vieilles ou elles sont parties, puis la chorale a tombé. Alors effectivement, c'est toute une partie d'histoire qui peut tomber comme ça, parfois assez lourdement. Alors donc, bravo aussi pour le travail qui est fait d'aller vers les aînés pour... et si vous deviez encourager les personnes à venir voir les films, alors là, je vous dis, on ouvre la plug, là. Qu'est-ce que vous leur diriez comme quoi ça va être une soirée vraiment intéressante pour ceux ou celles qui voudront y aller? Cadette, veux-tu y aller? Ils nous ont demandé de raconter 2 anecdotes d'histoires vraies reliées à nos vies, j'imagine. Je pense à nos courts-métrages. Puis moi, j'ai 2 anecdotes du premier et du dernier. Donc, je dirais pas le punch, là. Il y aura beaucoup de rire aussi, j'imagine. Moi, c'est un peu poche à promouvoir. Moi, des fois, il faut que je fasse la promotion de mes spectacles. Des fois, je sais pas quoi faire. Là, fait que j'écris n'importe quoi. Je suis comme, venez-vous-en. Mais oui, moi, je pense que ça va être vraiment... moi, je trouve que c'est un événement très intéressant. Je l'avais déjà fait à l'île aux Coudres pendant le DocFest et je pense que c'est un peu la même formule qu'il va avoir et je trouve que le public qui étaient présents, qui ont participé, ont bien aimé ça. C'était vraiment... je pense que ça va être la même chose en mars. Donc, puis en plus, j'étais toute seule, fait que j'imagine pas qu'on va être genre tout le monde, là, je sais pas, je sais plus qui va être là, mais tu sais, je pense qu'on va être maintenant 3 réalisatrices de 3 différentes communautés, 2 nations aussi, fait que il va y avoir comme plein de points de vue différents et je trouve que ça va faire, je pense qu'il va y avoir un beau moment là-bas. Moi, j'ai commencé à en faire un peu la promotion
autour de moi, ben, tu sais, surtout mes amis, puis j'en ai parlé à mes collègues aussi s'ils voulaient venir voir, la projection aussi. Ben, tu sais, au fond, pour moi, c'est comme une occasion tu sais, de tous se rassembler. Ben, c'est comme rassembleur, là, tu sais, on est 3 Inuits qui vivent, tu sais, à Montréal, là. Fait que, tu sais, se rassembler pour un événement, tu sais, c'est le fun. Puis en plus, tu sais, ça permet d'avoir des échanges, des discussions avec, le public aussi. S'ils ont des questions aussi, on pourrait leur répondre, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que ça va être quand même une bonne soirée là, tu sais, pour, nous introduire puis, montrer nos films. Ben, l'occasion de montrer nos films parce que la plupart, tu sais, sont archivés ou, tu sais, sont pas disponibles à cause qu'ils se promènent dans les festivals, là. Donc, c'est ça, fait que c'est comme une occasion vraiment, tu sais, de nous connaître, là, puis de connaître aussi, la culture puis, la nation Innu aussi de différentes communautés aussi. Ah, c'est gratuit aussi. Ah oui, c'est gratuit. Faut réserver, c'est gratuit. Et mieux vaut s'y prendre un peu d'avance pour réserver, aller sur le site de la Maison de la Culture Mont-Royal et pour avoir une soirée qui va être drôlement intéressante parce qu'effectivement, ça crée aussi un regroupement d'amis et de gens qui font partie de la communauté autochtone de Montréal. Donc, c'est aussi pour les gens qui sont moins familiers avec les réalités autochtones de se retrouver au milieu d'un événement comme on aime, où on se retrouve ensemble à discuter, à échanger, à rire aussi beaucoup, parce que les Inuits, ils nous avaient appelés les papinachois, ceux qui rient. Alors, c'est aussi une des caractéristiques de la nation, l'humour et le rire. C'est Rémi Savard qui avait écrit aussi le rire précolombien. Alors, il paraît que notre rire, en plus d'être sincère, il est précolombien. Ça vaut quelque chose, ça. Et ce qui m'a frappé aussi, parlant de rassemblement, et là, c'est un fait générationnel, moi, j'ai grandi hors communauté parce que ma maman avait marié un Québécois non autochtone. Et j'ai toujours grandi enfant. Quand j'étais enfant, on me disait il faut que tu sois fier de tes racines, fier de tes ancêtres autochtones, mais on hésitait toujours à me dire tu es autochtone. Parce qu'à l'époque, on n'était pas reconnu comme tel. Et là, aujourd'hui, l'injustice qui était faite aux femmes autochtones d'ailleurs, puisque la coupure se faisait du côté féminin et pas du côté masculin, si un autochtone mariait une non-autochtone, alors a été rétablie enfin. Et ce qu'on voit aussi, c'est la diversité maintenant. Et beaucoup d'Autochtones aussi, c'est votre cas maintenant, qui habitent hors communauté et souvent pour des années, tout en conservant le lien, mais c'est plus une présence constante. Alors, est-ce que maintenant, cette diversité-là est bien intégrée chez nous, parmi nous, de reconnaître l'autre autochtone qui n'est pas tout à fait pareil, qui des fois ne maîtrise pas la langue ou des fois ne la parle pas, mais cherche à s'y reconnecter. Est-ce que cette unité nationale, je dirais, existe? Et sinon, est-ce que des expériences comme le Wapikoni peuvent contribuer à la faire exister? C'est une bonne question, hein? Ben, c'est très large aussi parce que la diversité, nous, ben, juste un exemple chez nous, tout autochtone qui vient dans ma communauté et c'est comme un genre de rite de passage, si on peut dire ça comme ça. S'il est capable de comprendre notre sens de l'humour, ben, on l'accepte comme il est. On fait pas de jugement. Puis,
On aime ça beaucoup rire, surtout chez nous en Natashquan. On aime rire. On est reconnu comme on rit les plus forts des fois. Tu sais, je sais que si je m'en vais à Sept-Îles ou à Québec, puis j'entends rire bien fort des Autochtones, je sais que c'est ça de Natashquan. Sinon, ben, je pense que c'est le fait aussi que veut pas, ben, il y a des Autochtones partout, puis c'est vraiment aussi la question est sensible en ce moment, oui, mais je pense qu'on s'en va vers une direction où tout le monde va pouvoir comme vivre, comme il s'auto-représente aussi. Moi, je le vois ça comme ça, là. Il y avait aussi, je me rappelle, tu sais, avant la période d'Internet, là, où est-ce qu'on se rencontrait entre nations, c'était surtout dans les tournois de hockey, dans les powwows. Mais ce qui était drôle aussi, c'est qu'on remarquait toujours les ressemblances qu'on voyait dans d'autres nations. Souvent, quand j'allais dans un tournoi de hockey, mais je pensais toujours voir un de mes cousins, alors que c'est un Inou que je vois, mais il ressemble à un de mes cousins. C'est toujours comme ça, des histoires dans même que je voyais. Mais ça arrivait que quand même, il y avait des clashs à ce moment-là. Puis je trouve qu'on dirait que depuis qu'on est maintenant tous connectés au niveau virtuel, en ligne, on dirait qu'il y a comme plus de facilité à se connecter entre nous. Tu sais, déjà là, je parle beaucoup plus à des Inuits ces temps-ci qu'à des Atikamekw parce qu'il y a beaucoup d'Inuits dans mon entourage là, quand même. Vous êtes un exemple. Ben, c'est ça, c'est un bel exemple aussi, les tournois de hockey, surtout aussi moi, je prends juste des exemples de ma jeunesse, c'est aller au magasin pendant le temps des fêtes ou pendant les vacances d'été aussi. C'était plus facile de reconnaître. Moi, je sais que si je m'en vais dans un métro puis je vois un Autochtone, on va se fixer. Puis là, on va se faire comme, ah, me semble que je te connais. Puis on se dit salut, puis on se dit d'où est-ce qu'on vient. C'est comme, bonjour, d'où tu viens. C'est comme des présentations comme ça qui arrivent. Il y a un échange télépathique qui se fait. Ouais, c'est ça. Moi, je les reconnais de loin. Mais je serais intéressé aussi de voir, d'entendre Maëlys Pikanen, parce que comme moi, vous êtes un peu orpheline. Hein? Moi, je me sens orphelin de la langue Innu. Et bon, j'essaie de me raccrocher comme je peux. Et il faut dire qu'Alexandre étant mon voisin de bureau, ça m'aide beaucoup à un apprentissage des langues autochtones. Alors, j'aimerais voir comment Kanen, tu l'as abordé tantôt, mais Maëlys, je pense, dans tes films, pour toi, c'est même central, cette question de se raccrocher à la langue. Ouais, ben, c'est ça, j'en parle dans mes films parce que moi, tu sais, j'ai grandi dans les 2 communautés, à Manoan puis à Mashteuiat. Fait que, tu sais, j'apprenais comme le français, en même temps un peu l'innu à l'école, puis aussi l'Atikamekw. Tu sais, j'étais quand même un peu, j'apprenais comme, un peu 3 langues, là. Mais je me rappelle qu'à Mashteuiat, tu sais, j'apprenais l'innu, au secondaire à Kasinumamo. Puis, c'est ça. Puis sinon, j'essaie toujours, tu sais, de checker les ressemblances, tu sais, entre l'Atikamekw puis l'innu. Tu sais, il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, là, dans certains mots, là, puis des fois, je peux comprendre, genre, puis, aussi comment me raccrocher à ma langue. Je sais qu'il y a des cours aussi qui existent de langue, innu, à Montréal autochtone. Puis moi, je m'étais inscrite à celle, Atikamekw quand j'ai déménagé à Montréal. Puis là, c'était tellement facile pour moi que je me rendais compte que j'avais pas vraiment besoin tu sais, réapprendre l'Atikamekw vu que, tu sais, c'était vraiment certains,
certains mots que je savais déjà. Fait que, tu sais, je voulais genre, laisser ma place à quelqu'un qui voulait vraiment apprendre, l'Atikamekw. Sinon, je m'étais réinscrite, l'an passé, je pense, à un cours, d'Innu-Aimun à Montréal autochtone. Puis, ben, c'est ça s'était très bien passé. Sinon, j'avais essayé aussi ils ont créé un site, le musée de Mashteuiatsi, pour apprendre, le Nilwiwin. Puis, c'est quand même beaucoup pratique, là. Tu sais, ils t'envoient des rappels, par courriel, tu sais, à ta progression, puis comment que tu peux genre, t'améliorer. Puis ils donnent des trucs en vidéo aussi. Fait que tu sais, tu peux voir toute ta progression, sur le site, pour apprendre le Nilwiwin. Fait que tu sais, moi, c'est ça qui m'accroche, tu sais, à me réapproprier mes 2 langues, là. Je sais que c'est un gros processus, là, mais tu sais, j'apprends juste quelques mots dans les 2. Mais je sais genre, je comprends un peu l'Atikamekw, mais tu sais, je serais jamais capable de, tu sais, faire une grosse conversation en Atikamekw puis en Innu non plus, là. Fait que tu sais, je suis en train de tout, réapprendre ça, là, puis, ça peut se faire, tu sais, progressivement, là. Tu sais, je suis pas pressée non plus, là. Fait que, c'est ça, j'y vais à mon rythme. Oui, d'ailleurs, ben, c'est intéressant. Écoute, je connaissais Montréal autochtone qui donne effectivement, qui dispense des cours de langue autochtone. Et là, c'est des cours, bon, c'est pas en présentiel, c'est via Internet, mais c'est avec professeur. Donc, je pense que le nombre d'inscriptions est limité. Par contre, c'est drôlement intéressant. Je ne connaissais pas cette ressource. Merci, Maëlys, de nous le signaler, que le musée amérindien de Mashteuiatsi offre des cours à Mashteuiatsi, c'est Pointe Bleue, là, pour ceux qui sont encore dans des anciennes appellations qui n'étaient pas encore, où on n'avait pas encore réaffirmé notre souveraineté linguistique. Alors, le Mashteuiatsi a un musée. Je pense que c'est même le plus ancien, un des plus anciens avec celui d'Odanak, des musées en territoire autochtone. C'est Madame Gill, je me souviens de Madame Gill, qui était une amie de ma mère, qui l'a fondé, justement, comme elle voyait que la vie traditionnelle allait diminuant pour que les jeunes générations aient sur place un outil pour se rappeler ce qu'ils ont été. Alors donc, maintenant, il semble bien que le musée a un... alors, je suis sûr qu'Alexandre va pouvoir nous mettre le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse, parce que si c'est ouvert à tout le monde, en tout cas, moi, je vais y aller, c'est sûr. Puis en plus, c'est gratuit, puis tu peux faire ton propre profil. Tu sais, tu peux ajouter comme un sous-nom, ta photo, je crois aussi. Fait que tu sais, c'est quand même bien travaillé, je trouve. Ouais, fait que t'as juste à me mettre le lien, puis je le transférer dans le chat, dans la section commentaires. Bon, juste un petit rappel pour dire que c'est des langues dialectales, donc effectivement, Mashteuiatsi, c'est pas tout à fait le même Innu qui va se parler à Natoshquan, par exemple, effectivement. Et d'ailleurs, les gens se reconnaissent entre eux d'où ils viennent, justement, quand on écoute, justement, quand on se taquine, ah ben tiens, toi, je reconnais ton accent, voilà, toi, tu es de tel endroit. Les gens qui sont familiers avec la langue, effectivement, sont capables. Je vois Janie qui sourit. C'est une situation qu'elle connaît bien. Et celui de Mashteuiatsi, c'est déjà un peu plus proche du cri à cause de la situation géographique où il y a eu plus de contact avec le cri. Et c'est la langue de mes ancêtres. La langue de mes ancêtres, d'ailleurs. Alors, je vais certainement me garrocher pour aller voir les ressources audiovisuelles. Ben voilà, on peut voir maintenant comment s'y connecter. Alors, Alexandre, je te passe le micro et tu nous indiques c'est quoi la marche à suivre pour la suite des choses.
Ouais, c'est bon. Petit commentaire en plus par rapport avec le Neloun. On m'avait demandé de traduire à m'emmener l'Atikamekw parce qu'on suivait un jeune Atikamekw à Manoine, puis à un moment donné, il y avait sa grand-mère qui s'en venait de loin, puis il fallait qu'on le traduise parce qu'il parle sa langue. Ça m'a pris peut-être un bon 10 minutes pour réaliser que c'était pas l'Atikamekw qu'elle parlait parce que je me disais, elle doit parler des langues ancestrales, elle doit parler d'une langue du territoire, comment qu'elle s'exprime parce que c'est une vieille madame. Puis là, je me disais, comment que... Je comprends je pense que je comprends ce qu'elle dit, mais il faudrait que je l'écoute encore. Puis à chaque fois, je me dis, je l'écoute, elle parle-tu à l'envers? Est-ce qu'elle. Je pense qu'elle me dit un petit quelque chose que je comprends pas, je vais l'écouter encore. Puis à un moment donné, je réalise que si c'était la mère de. C'était la mère de Julie, la femme à Sagui, à Ottawa. Puis elle venait de Mastoyas. Ben, c'est ça, j'ai fait le lien. Comme, OK, fait que c'est probablement l'Innu de Mastoyas parce que on entend rarement cette langue-là de nos jours. Puis c'est vraiment fascinant de voir parce que je comprenais mieux, on dirait que je comprenais plus celle-là, ce dialecte-là, que l'Innu d'ailleurs, mettons de Pessamit ou de la Côte-Nord. Est-ce que tu arrives à comprendre, toi, quand tu entends l'Innu de Mastoyas, Janie? Ben, il y a beaucoup, c'est plus la sonorité aussi. Il y a beaucoup de L qui ressemble beaucoup à un peu ceux de Pessamit, mais en même temps, tu sais, c'est comme je sais pas, c'est ça, il y a beaucoup de cris ou de l'Atikamekw. Je comprends, mais je comprends pas. Des fois, comment ça marche aussi une langue Innu, tu sais, des fois, c'est juste un mot pour dire toute une phrase, ou c'est comme toute une phrase qui veut dire un mot, tu sais, c'est comme l'inverse aussi. Mais tu sais, je n'ai pas eu l'occasion ben, de l'entendre aussi, cette langue-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courts-métrages là-dessus. Mais ça ressemble à... Je comprends, mais je comprends pas. Josée Maillot, qui est récemment disparue, qui était une femme extraordinaire, hein, une ethnologue qui avait passé une bonne partie de sa vie à Pessamit pour apprendre la langue Innu qu'elle maîtrisait parfaitement. Je me souviens, Jeanne-Mance Charlich, là, ma grande amie Jeanne-Mance, qui était pour elle aussi une locutrice parfaite de l'Innu. Quand elle avait une hésitation sur un point de grammaire, sur un vocabulaire, elle appelait Josée, alors c'est pour dire. Et donc, Josée disait que la langue Innu et la langue Atikamekw, quand les Européens sont arrivés, c'était la même langue. Et c'est avec le temps que ça s'est particularisé. Et ce qui est un phénomène normal, ça se voit beaucoup dans beaucoup de langues. Par exemple, le suédois et le norvégien, ce qui était la même langue pendant longtemps, puis ils sont tranquillement, non seulement séparés en termes de pays, mais aussi en termes linguistiques. Mais là aussi, quand ils écoutent attentivement l'autre, ils sont capables de saisir le sens et parfois il y a des détails qui leur échappent parce que la langue a évolué différemment. Moi, je me demandais, pour Karen, là, je sais que tu chantes en français, mais est-ce qu'il y a beaucoup plus d'encouragement aussi à ce qu'on chante en Innu, en Atikamekw? Oui, je pense que c'est un peu un peu une approche que j'aime beaucoup faire. Ben, j'avais répondu ça comme précédemment. Tu sais, pour moi, c'est ma manière pour moi de réapprendre ma langue. C'est en écrivant en Innu, que ce soit comme un couplet ou un refrain. Et c'est ça, c'est un peu je pense que les artistes commencent de plus en plus à aimer ça. Tu sais, quand on pense par exemple au l'album Waskamatisiwin de Laura Nikwe, ou sinon le dernier album aussi de Samian, qui chantent tout dans leur langue et tout. Fait que je pense que ça encourage aussi, tu sais, aux artistes aussi qu'on peut faire ça, et qu'on a une place aussi, que les gens aussi, les auditeurs aussi sont ultra intéressés aussi, là, ça, ils trouvent ça tellement
ils aiment tellement ça. Fait que je pense que ça encourage les artistes à écrire plus dans leur langue, là, que ce soit l'Innu ou l'Atikamekw. Fait que moi, c'est ça que... Fait que c'est sûr que c'est ça, dans la musique, ça en ce moment, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis, ouais. Oui, c'est assez formidable, Samian, parce que Samian est un bon exemple. C'est quelqu'un qui a appris l'Anishinaabe dans son enfance, mais qui, bon, dans le courant de sa vie, était éloigné un peu de sa communauté, en avait perdu un bon bout, puis il est en mode rattrapage au travers son écriture de texte. Et je me souviens, on l'avait rencontré à l'époque et il écrivait beaucoup en français. Et on lui avait dit, écoute, si tu te branches sur ta langue, c'est là que tu vas te distinguer parmi tous les bons rappeurs qu'il y a au Québec. Tu serais le seul, probablement, et je pense qu'il est, je ne sais pas maintenant, mais en tout cas à l'époque, j'ai dit, tu vas probablement être le seul qui va interpréter des choses en Anishinaabe. Mais il avait dit, quelle bonne idée, je vais aller voir ma grand-mère. Et c'est intéressant parce que des rappeurs dans le monde qui travaillent avec leur grand-mère, il ne doit pas en avoir beaucoup. Alors, effectivement, ça l'a... Et on voit tout le succès qu'il a. Et d'ailleurs, son dernier album qui s'est très bien vendu est tout en Anishinaabe. Alors, c'est donc à dire qu'effectivement, c'est une voie de succès. Et là encore, et je dirais, c'est les Inuits qui ont été on peut se péter nos bretelles nationales. Là. C'est nous qui avons été les précurseurs, puisque le premier groupe qui a été connu mondialement et qui chantait en langue Innu, c'était Kashtin, avec Claude Mackenzie, Florent Volant. Alors, Florent Volant, qui est, on le sait, a eu des difficultés de santé. On espère que bientôt le revoir sur scène. Alors, donc, il y avait Philippe Mackenzie aussi, qui était un auteur extraordinaire et qui ont placé la chanson Innu sur la carte du monde parce que ça a été connu mondialement. Et je me souviens à l'époque, et le phénomène était très mort parce que c'était deux mâles qui étaient en avant. Tous les petits gars des réserves s'étaient achetés des guitares et voulaient chanter en langue ancestrale. Et pas seulement chez les Inuits, chez les Cris, chez les Atikamekw, ça avait créé tout un mouvement. Donc, l'idée de l'art comme, d'une part, voie de succès, mais en utilisant les langues autochtones, Laura Nikwe est l'exemple parfait, le plus récent, là. Comment, en chantant une langue que la plupart de ses auditeurs ne comprennent pas, mais saisissent quelque chose de l'âme atikamekw, du souffle, de ce lien que les Premières Nations ont avec le territoire en écoutant ces chansons, en allant à ces spectacles. Alors, c'est comme ça aussi que le succès vient. Et en même temps que ça encourage les autres jeunes à maintenir ou à se réapproprier le lien avec la langue de leurs ancêtres. Et je ne peux pas m'empêcher d'en parler, là. Alexandre, je n'aimerais pas de nom, mais je vais le dire pareil. Il y avait un auteur, compositeur, Cri, qui travaillait en anglais, puis avec qui on a présenté des choses. Puis je lui disais, ben voyons, chante donc en Cri, tu le maîtrises, le Cri, tu l'as appris. Ah ben non, je vais avoir l'air de Kashtin. Ben j'ai dit, Richard Desjardins, as-tu l'air de Charles Aznavour, câlisse? Ben il m'a pas écouté. Puis, coudonc, ça n'a pas marché son affaire. C'est vrai que quand on y pense, là, quand j'étais jeune, les musiques que j'entendais, je ne les comprenais pas qu'est-ce que ça disait parce que je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas français. Tant qu'il y a une musicalité qui vient avec,
J'imagine que les paroles sont secondaires à ce moment-là. Et aussi, si je peux ajouter de quoi, ben, je pense qu'il y a aussi, l'aspect que des artistes autochtones veulent faire passer un message pour que le public, tu sais, autochtone comprenne un peu, genre, sur quoi ils parlent. Ben, je pense, je pense que c'est un choix artistique peut-être de plus se tourner vers le français ou l'anglais, dépendamment de la langue, de l'artiste puis tout. Puis je pense, tu sais, je pense beaucoup à, tu sais, Mathieu que lui, il chante bilingue. Puis tu sais, je pense que le public québécois, je pense que la raison pourquoi ils aiment vraiment ça, c'est que les paroles, on entend dans ces paroles la réalité d'être un Innu, genre en milieu urbain, ou être un Innu dans la communauté, ou être les deux, genre de faire les deux en même temps des fois. Fait que je pense qu'il y a aussi ce côté-là que, tu sais, on veut se faire comprendre pour que le public québécois apprenne un peu de ce qu'on vit, de ce qu'on vit au quotidien, puis un peu aussi de comment on vit comme tout ce qui est comme triste, joyeux, romantique aussi. Fait que je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a aussi je pense peut-être l'artiste. Il y a aussi des raisons aussi de même des fois pourquoi on va plus se tourner vers le français et l'anglais, même aussi bilingue pour aller genre pour intégrer aussi peut-être une langue autochtone aussi dans les paroles aussi. J'aime bien Mathieu parce que ça, ce qui est le fun avec lui, c'est que je comprends un peu son Innu, mais aussi son français, c'est très québécois. Puis c'est le langage que j'ai grandi en apprenant le français aussi. Fait que c'est ça que je vois qui est le fun. On dirait qu'il fait un rapprochement entre ces deux langues-là parce qu'il parle un peu de la même façon et il chante de la même façon. Oui, effectivement, Mathieu, il y a une belle authenticité. On sait que c'est la même personne avec qui on va aller prendre un verre après le show que celle qui est sur scène. C'est vraiment non seulement un bon artiste, une belle personne. Il y a quelque chose de très plaisant d'aller dans le show de Mathieu, effectivement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, j'ai perdu mon fil. J'avais quelque chose d'intéressant à dire. Ben là, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose d'intéressant à dire, là. Ben, moi, j'ai fait la régie du festival à Maliotenam au festival Inonramu pendant 5 ans, je pense, 5-6 ans. Et il y a tellement d'artistes que je dirais qui sont dans la scène musicale underground, qui n'est pas connue dans le mainstream en ce moment. Puis c'est ça aussi qui fait que c'est comme, on a un très, très gros répertoire en musique Innu aussi. Mais ce qui est le fun aussi dans ce festival-là, il invite différentes communautés. Puis ça permet aussi de faire cette fin de semaine-là vraiment rassembleur. Il y a beaucoup de gens qui dansent le makusham en avant. Il y a des ventes de banniques ou de plats traditionnels dans la communauté. C'est vraiment un festival aussi. C'est comme super familial, fait qu'on peut ressentir ça aussi. Mais aussi, ça se ressent aussi dans le public aussi, puis dans les chansons aussi. Puis c'est pas... moi, on pourrait demander à n'importe qui c'est quoi qu'ils ont dans son MP3, dans son téléphone ou dans son YouTube player. C'est qu'il y a beaucoup d'artistes Innu, mais différentes communautés aussi. Là. Fait qu'il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui ne sont pas connus dans le mainstream, mais ça vaut la peine de fouiller un peu dans YouTube et voir les différentes genre de musique, il y a pop, rock, il y a du triste, il y a du joyeux, il y a du traditionnel. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier aussi. Effectivement, il y a des choses qui sont
peut-être moins connu du grand public, mais effectivement, puis particulièrement dans les communautés Inuits, je ne sais pas ailleurs, mais il me semble chez les Inuits, c'est plus fort qu'ailleurs. Il y a moi je les appelle un peu par influence de la bande dessinée, les bardes de village. Mais contrairement aux bandes dessinées, les bardes de village chez nous, on ne leur met pas de bâillons. Au contraire, on leur offre de belles possibilités de chanter dans les événements, dans les communautés. Et ils font le tour des communautés, ils sont rémunérés. Ce sont vraiment des artistes à l'intérieur de la nation. Et des artistes qui sont, tant qu'à moi, des artistes professionnels aussi, tout autant que, et qui sont talentueux. Tu sais, moi, je pense là, à Brian André, il aurait très bien pu, s'il l'avait souhaité, avoir une carrière à la Samian ou à la Laura Nicoué, mais lui, son univers artistique et son lien avec le public, c'est à l'intérieur des communautés, à l'intérieur de la nation Innu, et c'est là qu'il trouve son bien et ses ressources, puis son inspiration, et ça marche bien pour lui. Et c'est formidable et effectivement, là aussi, un autre plug qu'on va faire, et merci Joanie d'avoir ouvert cette porte-là, c'est on peut se plonger dans cette ambiance-là extraordinaire en allant à Innu Nikamu, qui est un grand festival en communauté à Maliotenam. C'est la première fin de semaine d'août, et c'est tous ceux qui y sont allés ont vécu là une expérience extraordinaire, qu'on soit autochtone ou pas autochtone. Il y a là une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs, un esprit de liberté, le grand vent du fleuve qui arrive, les gens qui se retrouvent de partout, les aînés, les jeunes qui se retrouvent, et puis toute cette langue Innu qui est encore parlée, chantée, c'est vraiment formidable. Également aussi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tantôt à propos Florent Vollant, encore une fois, les Cachetines peuvent donner l'exemple. Florent est aussi si on regarde quand il parle entre les chansons, un monologuiste. Et là, il parle en français. Là, il s'adresse aux gens en français. Donc, un artiste, même s'il chante en Innu, une fois sur scène, peut très bien échanger, communiquer avec son public en français et en anglais, ce qui est aussi une façon de maintenir un contact plus intime, plus direct, tout en interprétant ses œuvres dans la langue Innu, dans le cas qui nous occupe. Et ça aussi, c'est une autre façon, je pense, de peaufiner. Voilà, ce serait peut-être pas Canen, mais je pense que tu travailles maintenant à Musique Nomade. Ce serait peut-être un filon à fouiller à Musique Nomade aussi. Le côté dialogue, hein, cette espèce de dialogue, enfin qui est un monologue, mais on sait que le public, quand on est sur scène, on le sent, on ressent, on voit ses réactions. Alors, quand l'artiste parle au public aussi, il y a là quelque chose à développer qui fait partie du show business à côté de la virtuosité instrumentale ou vocale qui, bien sûr, il faut travailler aussi. Alors, Alexandre, est-ce qu'on a un mot aujourd'hui? Oui, je pense qu'on arrive pas mal à la fin. Normalement, je m'inspire toujours Normalement, je demande toujours aux invités s'ils ont des mots qui les inspirent, mais cette fois-ci, on n'a pas eu l'occasion de le demander. Mais il y a quand même quelque chose qui vous lie tous ensemble, c'est Wabgouni Mobile. Puis c'est ça, je m'étais demandé qu'est-ce que ça voulait dire Wabgouni. Puis dans les autres langues, comment qu'ils le disent. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai cherché. C'est dans les autres langues, c'est ça. C'est en regardant avec les autres langues que je peux comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. En Atikamekw, Wabgouni Mobile, Wabgouni, ça veut dire fleur. Je pense qu'il y a une histoire derrière ça avec l'histoire de Wabgouni Mobile. C'était une jeune femme qui était décédée,
que Manon Barbeau aurait été inspirée par elle, puis elle a décidé de créer une organisation qui s'appelle Wabuni Mobile. En tout cas, en regardant le mot Wabguni, je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Et on peut voir Wabi, qui veut dire voir en même temps. Kuni, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Fait que j'ai regardé dans les autres, t'as Wabgun en Asiapi. En Inuaimun, c'est Wabgun, même chose. Cri d'Abbey James, Wabgun, je pense que c'est pas mal le même. Cri des Plaines, si on va plus à l'ouest, ils disent Wabguanis, Wabikwanis. Swampy Cree, les autres, ils disent Wabkwan, Wabikwan. C'est celle-là qui fait que c'est, on dirait que c'est comme pour dire quelque chose de blanc ou quelque chose qui attire la lumière. Avec le mot wabi, là, pour moi, qui se réfère à la lumière ou à quelque chose qui est blanc. En Anishinaabe, j'ai regardé, les autres, ils disent Wawaskunen. Wawaskunen. Ça, c'est beaucoup plus évocateur quand ils disent Wawasko, c'est parce qu'ils disent quelque chose qui est clair ou quelque chose qu'on voit dans le ciel. Fait que c'est comme si, pour moi, avec ce mot-là, ça représentait quelque chose qui attire la lumière. Fait que c'est peut-être pour ça que ça voulait dire Wabguni, c'est quelque chose qui attire la lumière. Fait que ça, c'est ma petite interprétation linguistique d'aujourd'hui. Je ne sais pas si, Janie, tu as quelque chose qui t'a popé dans la tête quand tu as regardé ça. Là. Un petit commentaire. Ben moi, mon nom de famille est Bellefleur. Mais on dit pas Menoahu Wapukun parce que Wapukun, ça marcherait pas. Mais je pense que ça a une autre signification, c'est mon nom de famille parce qu'il y a fleur dedans. Sinon, Wapukun, pour moi, Wapukuni, ça a été vraiment un déclenchement aussi dans ma carrière. J'aime ça dire que ma carrière a commencé par un accident parce que mon film n'était pas destiné au grand public. Finalement, il est parti autour du monde sans moi, le maudit. Il a gagné un film à Toronto. Puis c'est ça, pour moi, Wapukun, c'est quelque chose qui revient à chaque année. Puis que c'est, même si on traverse des périodes dures, ben, la fleur qui était plantée là avant, ben, elle va revenir après pour pour moi, j'aime beaucoup le printemps parce que je sais que les fleurs vont revenir puis ils vont rester là pour comme nous donner un peu de boost pour continuer dans l'année. Oui, effectivement. Là, je me souviens, Réal Junior Leblanc, que je salue, je ne sais pas si nous écoute aujourd'hui. On était sur une table ronde, Manon l'était aussi. Puis elle avait dit, le Wapukuni, parce que c'est comme ça qu'on prononce dans ma langue. Et Manon a dit, c'est moi qui prononçais mal, c'est pour ça que ça s'appelle le Wapikoni. Mais c'est bien parce que on voit là dans ce glissement linguistique, comment le Wapikoni est une belle expérience de coopération québéco-autochtone et comment effectivement ça amène de la lumière et sur la réalité de la jeunesse dans les communautés et que ça fait éclore des talents. Donc, c'est un mot qui est certainement fort bien choisi. C'est ça. Un petit mot de la fin. N'oubliez pas d'aller voir les films pour le 1er mars. Ça va être Janie et Karen qui vont être là, je pense. Puis le 9 mars, mais ça va être avec Maëlys. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous, mesdames? Mon micro est ouvert. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment le fun. C'était vraiment aussi intéressant comme conversation qu'on a eue. C'est rendu rare que je suis invitée en tant que cinéaste, hein, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de musique ces temps-ci, fait que ça me fait toujours du bien de reparler de ça, puis aussi de le faire avec deux personnes tellement inspirantes, là, Janie, Maëlys, puis revoir aussi des amis, là, Alexandre, André, ben, on se croise des fois à Présence autochtone, puis tout, là, mais c'est ça. Merci.
Miigwetz, merci d'être avec nous aussi. On devrait se voir la semaine prochaine, André, avec... nous avons Xavier Wasso qui va être avec nous la semaine prochaine. Ouais. Puis, c'est ça, on va parler de TikTok et de langue autochtone parce que lui aussi travaille dans la langue. Puis, vu qu'on a commencé la décennie des langues autochtones, mais je pense qu'on pourrait aller encore quelques épisodes là-dessus. Si vous avez des idées ou des suggestions que vous voulez avoir du monde qui soit sur notre podcast, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, encore merci aux 3 femmes d'être avec nous. Miigwetz et Shkuminats, on se voit la prochaine. Oui, alors rappelez que ce podcast sont justement créés pour que ce soit une occasion de rencontre et d'amitié, parce qu'avec cette foutue pandémie, on s'est beaucoup perdu de vue, d'une part, et puis ça permet de garder le lien, et justement, on n'a pas voulu en faire quelque chose d'officiel, de guindé, quelque chose de détendu, hein, comme on sait faire quand on se rencontre entre nous. Alors, merci d'avoir été avec nous, mesdames. Ça a été un bonheur de passer ce temps avec vous. Sachez. Merci, Narcomatno. Miigwetz. Merci.